Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous et surtout à toutes ce soir. Nous sommes le mercredi 8 mars et Somnifère vous propose pour cette journée internationale des droits des femmes de rendre hommage à Louise Michel à travers la lecture d'un conte issu de son œuvre. Institutrice, poète, autrice, dessinatrice, militante farouche, anarchiste, libertaire, radicale, égalitaire, révolutionnaire, Louise Michel est une figure de la lutte pour l'émancipation des femmes. Mais son combat ne s'arrête pas seulement à cette cause, elle luttera également toute sa vie contre toutes les formes d'injustice. Antiraciste, défenseuse des prostituées, des classes ouvrières, du prolétariat, elle mettra sa vie au service des plus opprimés, des oubliés, s'érigeant en icône du peuple, en héroïne de la révolte et en symbole du féminisme. Dans le récit que nous découvrirons ce soir, elle véhicule des valeurs qui lui sont chères, la générosité, le partage, l'altruisme, la solidarité, à travers l'histoire d'un vieux maître d'école de village qui y œuvre toute sa vie pour aider sa communauté. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Fermez les yeux et prenez quelques instants pour vous autoriser à refermer cette journée. Dans un premier temps, observez simplement vos sensations, ce qui vous passe par la tête, et notez simplement votre état général. Autorisez-vous simplement à faire un constat, sans jugement, en acceptant la manière dont vous vous sentez. Observez où se situent ces émotions dans votre corps, la manière dont elles s'expriment, et si elles créent des tensions musculaires que vous pourriez relâcher. Je vais à présent vous demander de prendre une première inspiration, longue et profonde, en rassemblant toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, et de relâcher ce qui vous pèse à l'expire, de les laisser aller. À nouveau, une grande inspiration, en rassemblant toutes ces émotions, et on relâche ce qui nous pèse à l'expire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur votre ventre ou votre poitrine. Prenez un petit instant pour détendre tous les petits muscles de votre visage, votre mâchoire, votre langue, le point entre vos deux sourcils, et votre front. On va à présent finir par une courte méditation. Il s'agit simplement de se concentrer sur sa respiration, sur les mouvements qu'elle provoque, à chaque inspire et à chaque expire.
sans avoir aucune attente, en étant tout simplement présent, attentif à son corps, à ses mouvements, à sa température, à sa position sur le matelas. À l'air que l'on inspire et que l'on expire. À notre ventre qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Louise Michel, le père Rémi. C'est encore l'histoire d'un vieux maître d'école de village. Nous parlons souvent de ces obscurs soldats de la civilisation dont toute la vie s'écoule ignorée et dont les jours tombent l'un sur l'autre avec le calme monotone de l'éternité. Le père Rémi était, lui, de ceux qui pensent à tout. Il avait bien un défaut, celui des vieux savants, il aimait les mots pompeux. Mais il avait fait tant de choses utiles qu'on le lui pardonnait facilement. Il avait encore parfois un autre défaut commun à tous ceux qui ont énormément travaillé pour parvenir à ce qu'on leur laissât faire le bien, c'est qu'il riait souvent de tout son cœur des travers du genre humain, des siens comme de ceux des autres. Un hiver que les récoltes avaient été mauvaises, ne s'avisa-t-il pas de faire un atelier pour les mères de famille afin qu'elles puissent mettre quelques sous au bout de la chétive épargne de l'année? Il se garda bien de parler de son projet avant de l'avoir effectué, car il savait bien que dans les campagnes, on s'imagine tout de suite qu'il faut une grosse somme d'argent. Et quant à l'intelligence, on n'y songe pas. On était au moment où il devait toucher son trimestre d'instituteur. Il en employa une partie à acheter des étoffes chaudes et à bon marché et de la laine à tricoter. Une seconde partie à payer aux plus pauvres femmes du village la façon des bas et des étoffes en vêtements. Il fit revendre à la ville ces choses confectionnées, le prix en était plus que triplé. Avec cet argent, il put acheter d'autres étoffes, d'autres laines, payer la façon à un plus grand nombre d'ouvrières. Le tout fut revendu, confectionné à la ville comme la première fois. Au bout d'un mois, il avait de quoi monter un atelier nombreux. Des commandes lui arrivèrent, il les donnait bien entendu à ses ouvrières sans nul bénéfice pour lui. Bientôt, on eut de quoi faire venir des maîtresses d'ouvrage de la ville afin de perfectionner les couturières du village. Et à l'heure qu'il est, l'atelier du père Rémi entretient encore l'abondance dans le village, quoiqu'il soit mort depuis plus de 30 ans. Son fils et sa fille se sont partagés la besogne. Le fils à les classes, la fille à l'atelier, l'asile et la crèche. Tous deux s'occupent de la maison des vieillards, car le brave homme a laissé ses 4 fondations. À l'époque dont nous parlons, le père Rémi était encore fort, quoiqu'il eût 80 ans sonnés. Et pour se reposer le soir, il faisait volontiers une petite lecture ou racontait quelque anecdote.
Un soir, il y avait nombreuse compagnie à la veillée du père Rémy. Toute une noce du village était venue lui souhaiter le bonsoir et lui apporter un bouquet. Il en profita pour parler d'une de ses nouvelles idées, la fondation d'une crèche et d'un asile dans son village. Sans capital bien entendu, mais avec beaucoup de courage et autant d'intelligence que possible. Comme on avait déjà eu l'exemple de son atelier qui n'avait rien coûté à personne, que quelques privations pour lui au commencement, les villageois ne devaient point trop s'effrayer d'une nouvelle idée du père Rémy. Et puis, afin de les bien disposer, il commença, en réponse aux compliments qu'on lui avait faits, par improviser avec accompagnement de violon dont le bonhomme jouait avec assez de sentiment quelques couplets pour la mariée. Je ne sais trop quel compliment avait été fait au père Rémy. Le marié avait passé 8 jours à l'apprendre, afin de le réciter tout du long sans s'arrêter, tout à fait comme le moulin du village. Et le père Christophe, l'homme le plus lettré de l'endroit, avait été 1 mois entier à le composer. Il savait et mettait en pratique le fameux précepte « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Seulement, n'en sachant pas plus long, il avait toujours ajouté et rarement effacé, de sorte que le compliment avait 16 pages. Les 15 premières servaient d'exorde, et la 16e était le discours. Si on vous débitait, chers enfants, une chose pareille à votre louange, il est probable que vous seriez pris d'un fou rire, et je le comprends. Mais le père Rémy ne pensa qu'à la bonne volonté qu'on y avait apportée. Il oublia le burlesque des phrases, et les larmes lui vinrent aux yeux en songeant à tout le mal que ces braves gens s'étaient donné. Ce que voyant, la mariée qui avait fait depuis 8 jours répéter le compliment à son fiancé, s'avança vivement et dit au père Rémy : « Moi aussi, monsieur le maître, je sais le compliment aussi bien que Jean-Paul. » Et là-dessus, elle le recommença d'un bout à l'autre. Heureusement, Thérèse allait encore plus vite que Jean-Paul. Elle fut promptement au bout. Mais il fallut néanmoins entendre de nouveau toutes les comparaisons depuis les premiers mots « Je chante les vertus de vous, monsieur Rémy » jusqu'au dernier « Pardonnez à ma faible muse ces non-pompeux tableaux ». On y avait joint un envoi de 4 vers qui devait courir vite à la prospérité, car c'était de vrais 1000 pieds. Puisqu'on fait des vers de 12 syllabes pour les grands sujets, avait dit le père Christophe, ce sera bien plus beau en mettant le double. Les voici, tels qu'on les récite encore dans le village. Recevez, cher monsieur, avec grande bienveillance, un couplet pour vous fait par votre serviteur. Nous y dépeindrons au complet tous nos vœux et le débordement de notre tendre cœur. C'est après ces derniers mots que le maître d'école répondit par les couplets suivants. Pour que ces jours charmants soient pour vous l'espérance, pour que de tous vos chants reste la souvenance, faites du bien, enfants. C'est fête chez les fleurs, la rose se marie, l'été rit dans les airs, l'églantine est fleurie. Tout le monde pleurait d'attendrissement. On se groupa plus près autour du maître d'école, et Rose, enhardie par le succès de son compliment et par les couplets du vieillard, lui demanda un conseil sur ce qu'il leur conseillait de faire pour terminer la journée. « Comment peut-on trouver comme ça tout de suite du bien à faire ?» disait-elle naïvement. C'était ce que le père Rémy attendait. « C'est tout simple, ma fille, dit-il. Toi et Jean-Paul, vous êtes actifs, plein de bonne volonté. Vous allez m'aider à fonder la crèche et l'asile dont je vous parle depuis si longtemps. » Les 2 jeunes gens poussèrent un cri de joie et prirent chacun une main du vieillard pour le mieux entendre. Il continua ainsi. « Vous avez au bout du village une construction à moitié démolie et dont la vue gêne ceux qui n'aiment pas les choses délabrées. Vous me la louerez pour que je la restaure moi-même, afin d'y installer notre fondation. » « Nos enfants ne vous la loueront pas, monsieur le maître, » s'écrièrent les parents des mariés, qui ne voulaient pas être en reste de générosité. « Nous voulons qu'ils la donnent.
et on y mettra la date d'aujourd'hui. Alors, reprit le maître d'école, on encadrera au-dessus de la porte la couronne de roses et on mettra en grandes lettres dorées « Asile et crèche des roses ». Ce sera un titre souriant pour nos enfants. Moi, de mon côté, je donne la vache dont je ne vois pas trop ce que je fais puisque je m'en étais passé jusqu'à présent. Et nous, s'écrièrent une douzaine de laboureurs, nous fournissons la nourriture de la vache. Nous, père, dirent à leur tour le fils et la fille du père Rémy, nous nous chargerons de la direction de la crèche et de l'asile. Nous y emploierons 2 pauvres veuves que nous connaissons. Elles auront la nourriture, le logement comme nous pourrons, et quant aux appointements, ils viendront dans quelques mois. Presque toutes les couturières de l'atelier se trouvaient là. Elles convinrent entre elles de réunir tous les chiffons dont personne ne se servait et de confectionner des vêtements à ceux des petits-enfants dont les parents étaient gênés. Le maire se trouvait là. Il voulut ajouter sur la caisse communale une petite somme mensuelle pour aider à l'entretien des enfants. « J'accepte la somme, monsieur le maire, dit le père Rémy, mais je ne veux pas vous tromper. Elle servira pour commencer un asile de vieillards. » Si le maire n'avait pas su combien peu il fallait au père Rémy pour tout ce qu'il entreprenait, il aurait été épouvanté. Mais il connaissait le courage et l'économie du bon vieillard. « Dans ce cas, dit-il, je vous donne pour vos vieux la grange dont j'ai hérité avec la maison de ma pauvre mère, et l'asile des vieillards sera en son souvenir. Nous l'appellerons, dit le maître d'école, maison de retraite de la bonne Marguerite. Cette soirée, en effet, porta bonheur à tous ceux qui concoururent à ses fondations, car l'asile des roses et la maison de vieillards de la vieille Marguerite subsistent encore et beaucoup de bien y est fait. Dès le lendemain, le père Rémy et les plus grands de ses élèves qui pouvaient bien, disait-il, maçonner, se mirent en devoir de restaurer les 2 masures pour en faire des habitations logeables. C'était merveille de voir leur activité. Jean-Paul était au premier rang, ce que voyant, de véritables maçons du village se mirent de la partie, et comme le père Rémy savait un peu d'architecture, il arriva même que les 2 constructions faisaient très bon effet. « Comment ferez-vous, père Rémy, pour les lits des enfants et des vieux ?» disait le maire tout en déposant dans la salle 2 énormes matelas de laine tout neufs. « Soyez tranquille, dit le père Rémy, j'ai un moyen. » Le père Rémy se trouva donc avoir fondé sans capital autre que son courage et son activité, un atelier, un asile, une crèche et une maison de vieillards. Souvent, le père Christophe avait fait là-dessus des vers en son honneur. Il se décida à prier le père Rémy lui-même de corriger l'ouvrage, ce que celui-ci promit pour quand il n'aurait rien de mieux à faire, et il mit le manuscrit dans sa poche. Chaque jour, Christophe s'informait si la correction était commencée, et toujours le maître d'école lui répondait « J'ai encore quelque chose de plus utile à faire avant. » Le poète finit par s'impatienter et demanda au père Rémy s'il aurait éternellement quelque chose de mieux à faire. « C'est bien probable, répondit-il, mais je vous sais un gré infini de l'intention. » Le père Christophe redemanda son œuvre et, ne pouvant la publier, la relisait tous les jours. Se peut-il, disait le pauvre auteur, qu'un aussi brave homme que notre maître d'école soit comme les autres jaloux de mon talent? Le père Rémy essaya de lui expliquer qu'il ne fallait que 12 syllabes dans les plus longs vers français, et que cela traînait déjà bien assez la pensée. « C'est égal, répondit Christophe. Vous ne me persuaderez jamais que trop de beauté soit un défaut. » Un jour, cependant, il avait un peu compris à l'aide d'une gravure représentant une divinité indienne monstrueuse avec 4 superbes bras.
C'est assez de deux pour nos yeux habitués à cette forme, lui dit le père Rémy. Et je vous répète que notre pensée qui traîne dans 12 syllabes doit ramper en vos 24. Le père Christophe réfléchit quelques instants et garda le silence à moitié vaincu. Mais quand le lendemain le vieux poète recommença sa phrase favorite « C'est égal, on ne me persuadera jamais que », le maître d'école l'arrêta. « N'en parlons plus, dit-il. Vous voulez avoir une petite vanité, gardez-la et soyons bons amis. » Le père Christophe réfléchit de nouveau et ne parla plus que rarement de ses écrits. C'était un brave cœur, mais il appartenait encore à une époque où la vanité passait pour un noble orgueil. Il y a loin cependant de l'une à l'autre. N'oubliez pas ceci, enfants. Soyez fiers pour l'humanité. Elle est bien peu encore, mais elle deviendra grande. Si ceux qui se sentent de l'intelligence, au lieu de chercher à mettre en étalage leurs pauvres petites personnes et leurs pauvres petits noms, sentent battre dans leur poitrine et frémir dans leur intelligence le cœur et l'esprit de toute une génération. Bonne nuit. Bonne nuit.